ici au Palais de la Méditerranée à Nice pour ce Nice Climate Summit avec cette question: comment les territoires vont-ils faire face à la crise de l'eau et à celle de l'énergie? C'est la double question à laquelle nous allons essayer ensemble aujourd'hui de réfléchir. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui 4 milliards de personnes à travers le monde sont directement touchées par un stress hydrique élevé dans 25 pays et que la demande en eau va justement, on vient d'en parler, s'accroître d'ici 2050 de l'ordre de 20 à 25%, d'où l'alerte lancée il y a quelques mois déjà par l'ONU qui parlait de crise mondiale imminente. Pour l'énergie, si on ne regarde qu'à l'échelle de la France, vous le savez probablement, RTE vient de faire les comptes, il va falloir augmenter la production d'électricité de 30% d'ici 2035 pour essayer de faire face aux différents besoins. Cela passe évidemment par davantage d'éolien, davantage de solaire, 5 fois plus, ce sont les calculs faits par RTE. Alors, comment faire face justement à ce double enjeu? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Louis Nègre, maire de Cagnes et président délégué de la métropole. Bonjour et merci d'être avec nous. Alain Messonnier qui nous rejoint en visio, qui a été empêché mais qui est quand même en distanciel avec nous. Merci beaucoup Alain Messonnier d'être là, président de l'Institut méditerranéen de l'eau. Jean-Simon Venn, cofondateur de Brainbox IA au Canada, solution intelligente pour faire des économies d'énergie. À vos côtés, Emmanuel Curinier, fondateur de FREG, Flow Regulation, qui commercialise des solutions innovantes pour donner une fonction de stockage, mais on va expliquer aux canalisations, pas seulement. Et Marcel Rani, président du groupe Rani et aussi président de l'UIMM Côte d'Azur. À tous les 5, bonjour et merci d'être là. Je vais peut-être partir avec vous, monsieur le maire, si vous le voulez bien, parce que j'aimerais qu'on parte du terrain. Il y a 10 ans en arrière, on ne se posait pas la question de savoir si, en ouvrant le robinet, il y allait y avoir de l'eau, si, quand on allait recevoir la facture d'électricité, on allait être en capacité de la payer. Aujourd'hui, on a le sentiment que, pour nous, particuliers, mais aussi pour les collectivités, c'est devenu le problème majeur. Avant de construire un bâtiment, avant de faire quoi que ce soit, finalement, on est obligé de prendre en considération cette double problématique. On est obligé, effectivement, parce qu'il y a à la fois une législation européenne, voire mondiale, puis européenne, puis maintenant désormais nationale, pour la décarbonation, pour la lutte contre le changement climatique. Alors, ce sont des décisions qui sont prises par de grandes institutions politiques, mais on s'aperçoit à l'heure actuelle, et ça c'est la bonne nouvelle je dirais, c'est qu'il y a une évolution des comportements et des mentalités de la population. Il y a, et vous avez raison, il y a encore très peu de temps, il y a 2, 3, 4 ans, quand on discutait de ces problèmes, ils n'étaient pas prioritaires. Et surtout, il n'y avait pas la prise de conscience indispensable de la population pour agir. Donc, si le chef dit quelque chose, mais qu'au-dessous on ne comprend pas, c'est très difficile. Il y a cette évolution qui est positive et qui nous permet, à nous, responsables à différents niveaux, de pouvoir intervenir. Alors, il dit quoi, le chef, justement, quand il est maire de Cagnes? Le chef, il pense depuis longtemps, parce que j'ai été sénateur dans une précédente vie, et j'ai été rapporteur de la loi Grenelle II, puis de la transition énergétique. Alors, c'est des sujets qui m'intéressent à titre personnel, et je suis très heureux de constater cette évolution positive de prise de conscience. Alors, je vais vous donner un exemple avec la métropole. Avec la métropole, nous avons fait la première station à énergie positive d'épuration des eaux usées. C'est un projet à 110 millions d'euros qui a abouti. Il a fallu des années, mais qui a abouti. Et aujourd'hui, le monde entier vient visiter cette première station d'épuration à énergie positive en France, ici, sur la métropole de Nice-Côte d'Azur. À énergie positive, ça veut dire que vous travaillez avec GDF, par exemple, pour récupérer... Absolument. On travaille avec GDF pour récupérer une énergie fatale qui partait, notamment le méthane, qui est des dizaines de fois plus lourd, j'allais dire, que le CO2 pour nous. Et on le récupère, on le traite et on l'envoie dans les réseaux, ce qui nous fait même une petite recette supplémentaire. Et ce qui est encore plus beau, c'est que par rapport à ce qui avait été prévu par les ingénieurs, nous avons 20% de plus de rendement. Donc,
Ça veut dire qu'on transforme, on arrive aujourd'hui à transformer un problème en solution, ou en tout cas, c'est la vision qui a changé, la vision papier, si j'ose dire, et technique derrière. Oui, c'est une vision d'abord à moyen long terme, c'est pas une vision au jour le jour. C'est une vision à moyen long terme et avec des objectifs qui ont été définis, encore une fois, au niveau supérieur et également au niveau local. Alors, on est parti du terrain et je voudrais tout de suite donner la parole à Alain Messonnier parce qu'il va planter le décor. Alain Messonnier, vous dites-vous, finalement, l'eau et l'énergie, oui, ce sont deux crises, mais c'est un même combat. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit, par exemple, dans les deux cas, être dans la transition hydrique, la transition énergétique? C'est ça le message de fond? C'est la même problématique? Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour cette initiative prise par à la fois la métropole de Nice, la Tribune et la région. Bravo. Oui, effectivement, en fait, on a tendance à dire aujourd'hui eau et énergie, même combat. Même combat parce qu'on parle de sobriété dans les usages, donc une sobriété qui doit être partagée et solidaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'efficacité. On parle d'efficacité énergétique, eh bien, il faut aussi parler d'efficacité hydrique. On perd encore trop d'eau dans nos réseaux, que ce soit des réseaux urbains et je ne vous parle pas des réseaux agricoles. L'agriculture, quand même, représente en Méditerranée 80% des besoins. En France, c'est 60%, mais c'est en train d'augmenter parce que beaucoup cultures, qui n'étaient pas irriguées par le passé, le deviennent aujourd'hui, comme la vigne, l'olivier, l'amandier. Donc tout ça contribue à une augmentation de la consommation et donc alors que le côté urbain, eh bien la vision est plutôt à une réduction des consommations, au moins en tout cas par tête d'habitant. Nous avons la chance au nord de la Méditerranée de ne pas avoir de pression démographique trop forte. Il faut quand même garder à l'esprit que c'est bien la démographie qui est l'enjeu majeur pour l'usage de l'eau et également pour l'énergie d'ailleurs. Et donc ensuite, bien sûr, le changement climatique vient là-dessus accélérer les conséquences. La troisième chose, c'est la complémentarité. La complémentarité, on le voit pour l'énergie. Aujourd'hui, on parle de développement d'énergie renouvelable de plus en plus. Donc on a le nucléaire, on a les énergies fossiles, on a bien sûr l'éolien et le solaire, la force marémotrice, enfin, etc. Donc c'est cette mixité qui contribuera de solutions. Et pareil pour l'eau. Aujourd'hui on parle d'eau dite non conventionnelle, c'est-à-dire la réutilisation des eaux usées et le dessalement. Et en réutilisation des eaux usées, nous avons sur place, chez vous à Nice, eh bien, une excellente démonstration de ce qu'on va pouvoir faire, ce qui a été fait à Barcelone avec la régénération des eaux. Et le dernier, pas des moindres, c'est la préservation du milieu naturel. Ça, c'est fondamental, notamment les zones humides. Et la principauté de Monaco, grâce à sa fondation, collabore énormément dans la préservation des zones humides en Méditerranée. Et donc, préserver et conserver de l'eau pour la nature, ça, c'est un point important. Alain Messonnier, vous parliez des solutions, effectivement, des expérimentations qui sont menées, ou même davantage que des expérimentations. Alors, je pense pêle-mêle au rechargement des nappes phréatiques. Je crois que c'est expérimenté en Île-de-France notamment. Vous avez parlé du dessalement, de la réutilisation des eaux usées. Il y a certains pays, et ça c'est intéressant, de l'autre côté de la Méditerranée, qui sont parfois beaucoup plus avancés que nous. Je pense à l'Espagne, je pense au Maroc. Pourquoi est-ce que on n'est pas aussi avancé nous ici en France? Est-ce que il faut davantage qu'on fasse un mix de solutions, qu'on travaille beaucoup plus sur ce qui correspond au territoire? Vous savez, la réponse est claire. Hein. Tant qu'on n'est pas touché, on n'est pas concerné. Donc nous avons en 2022 été touchés par une deuxième vague de sécheresse après celle de 2003. Celle de 2003 s'est poursuivie dans le sud, les pays que vous venez de citer, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le sud de l'Espagne. Et donc depuis 20 ans, ces pays se sont dotés d'équipements, se sont dotés de politiques publiques qui leur permettent aujourd'hui de faire face à cette sécheresse qui continue d'ailleurs dans ces pays et qui s'accroît d'ailleurs dans ces pays. Donc il faut absolument qu'on ait un œil avisé et qu'on collabore. C'est d'ailleurs la raison d'être de l'Institut méditerranéen de l'eau, plateforme d'échange des bonnes pratiques. Et peut-être qu'on aura demain, et ça commence déjà aujourd'hui, à avoir
une expérience du Sud qui va venir vers le Nord. Vous savez que sur le plan technologique, ça a toujours été du Nord vers le Sud. Aujourd'hui, l'expérience du terrain de la sécheresse et de l'impact de la sécheresse dans le monde agricole, industriel et urbain fait qu'on va avoir des expériences au contraire du Sud qui vont venir vers le Nord. C'est le cas avec Israël, c'est le cas avec le sud de l'Espagne. Réutilisation des eaux usées, plus de 90% en Israël, plus de 90% dans la zone de Murcie, au sud de l'Espagne. On dit toujours 14% en Espagne, mais dans la zone de Murcie, c'est 90%, voire plus, de réutilisation des eaux usées, notamment dans le domaine agricole. Et le Maroc n'est pas en reste. Aujourd'hui, le Maroc crée des énergies renouvelables et son objectif, c'est 2030, plus de 50% d'électricité venant des énergies renouvelables. Et donc, ceci étant, ça leur permet effectivement de développer des solutions aussi qui sont consommatrices d'énergie, comme le dessalement, par exemple. Alors, Marcel Ragni, je voudrais vous donner la parole. D'abord, en tant que président de l'UIMM Côte d'Azur, parce que c'est une problématique, et on l'a bien compris, qui impacte les collectivités, les particuliers, mais aussi les entreprises et l'industrie. Ça a donc une conséquence, si on regarde un petit peu plus loin, sur la santé financière des entreprises, sur leur pérennité et aussi sur l'emploi. Comment est-ce que vous abordez ces deux problématiques de l'eau, de l'énergie, avec la flambée des prix, la raréfaction des ressources? Comment est-ce qu'on fait face? Alors, moi, vous savez, je suis un pur produit de l'industrie, donc je ne suis pas un scientifique, et je crois que l'écologie, la réduction d'eau, la réduction d'énergie, l'économie, c'est d'abord une question de bon sens. Et quand on touche un industriel, quand on lui touche un petit peu le portefeuille, il trouve des solutions bien souvent pour économiser. Je disais hier à monsieur le maire que l'année dernière, on avait un arrosage automatique, on consommait parce qu'on vivait un petit peu comme des enfants gâtés, habitués à ouvrir l'eau quand on voulait et à en avoir tout le temps. Et on s'est aperçu que malgré tout, on continuait à l'ouvrir et ça coûtait cher. Donc on a fait déjà une très belle réduction puisque en 2022, nous avons utilisé 200 mètres cubes d'eau, 540 mètres cubes d'eau sur une année, et à la même époque, cette année, nous en sommes à 260, je crois, ou 240. Donc on a diminué de plus de la moitié cette consommation. Et donc en tant que président de l'UIMM, je me suis engagé à aller visiter tous mes adhérents. Parce qu'aujourd'hui, les industries de taille moyenne ou les grandes industries ont des moyens, ou en tout cas ont des équipes qui peuvent leur expliquer tout ce qu'ils doivent faire. À l'UIMM, on a mis en place un service RSE pour essayer de toucher, parce que je dis depuis longtemps aux entreprises que s'ils ne se lancent pas dans la RSE, ils vont disparaître. Or, je ne veux pas que les industries disparaissent, puisque tout est industrie, il n'y a qu'à voir autour de nous, là où on est assis, nos vêtements, nos chaussures, tout est industrie. Donc, il faut préserver l'industrie, et pour préserver l'industrie, il faut leur en donner les moyens. Donc aujourd'hui, avec un accompagnement sérieux de la part de l'UIMM, avec des personnes performantes qui nous accompagnent, on va aller à la rencontre de nos adhérents pour justement les TPE, PME qui n'ont pas tous ces services, parce que je dis souvent que le chef d'entreprise... Qui ne savent pas forcément par quel bout attraper la problématique. Et puis vous savez, le chef d'entreprise d'une petite PME, bien souvent le matin il fait les devis, l'après-midi il est sur les chantiers, le soir il fait les factures. Donc il n'a pas trop le temps de s'ouvrir à ces sujets. Pourtant, il faut leur dire qu'ils vont en être pénalisés. Donc on essaie d'apporter les solutions des grands, à se les approprier pour nous. Parce qu'il y a des solutions, il y a des moyens, il y a des gens qui nous conseillent bien et qui peuvent nous apporter toutes ces solutions. Et on en profite pour les accompagner et toucher tout le monde. Voilà. Donc je pense que l'économie de l'eau, l'économie de l'énergie, c'est une question de bon sens. Et c'est surtout une façon de... Un chef d'entreprise est un gestionnaire, donc il faut toujours qu'il économise de l'argent. Donc la première des choses, même si c'est pas très joli, si c'est le seul moyen, aujourd'hui, il faut quand même y penser. Le côté ludique de l'économie de l'eau et de l'énergie est important à faire savoir et à porter aux entreprises. Question de bon sens pour les entreprises et aussi des entreprises qui sont là pour porter les solutions. Et je me tourne vers vous, Emmanuel Curigné et Jean-Simon Venn. Emmanuel,
puisqu'on parle de l'eau, vous faites partie de ceux qui portent justement ces solutions avec FREG qui est situé à Biot, FREG pour Flow Regulation. Alors j'ai dit un petit peu tout à l'heure ce que vous faisiez, mais je crois que vous aimez bien dire que vous êtes le feu rouge des égouts. Comme ça, tout le monde comprend. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des canalisations, des milliers de kilomètres de canalisations, et on peut s'en servir pour résoudre une partie de la problématique, notamment en période d'inondation ou période de pollution. Et vous allez mettre des systèmes sur les canalisations pour stocker l'eau, tout simplement. Oui, alors c'est ça, vous avez presque tout dit. Effectivement, ce qu'on sait beaucoup maintenant, c'est que les réseaux d'eau potable fuient. C'est quelque chose qui est quand même très médiatisé. Ce qu'on sait moins, c'est que les réseaux d'assainissement également fuient. C'est-à-dire qu'on a alors de manière différente, mais pendant les périodes de pluie, on a des réseaux qui ont tendance à déborder, soit les réseaux pluviaux, et à ce moment-là, on se retrouve dans les problèmes d'inondation urbaine, mais également les réseaux d'eau usée qui captent également des eaux de pluie ont tendance à monter en charge et donc à déborder vers le milieu naturel avant le traitement de la station d'épuration. Ce qui pose des vrais problèmes de qualité des eaux, forcément. Et quand on parle de crise de l'eau, on parle aussi de crise de la qualité et de la biodiversité. Donc aujourd'hui, ce qu'apportent la plupart du temps comme réponse les pouvoirs publics, ce sont de mettre des bassins de rétention en droit des débordements pour récupérer cette eau polluée et la rejeter ensuite vers la station d'épuration. Le problème de ces bassins, c'est qu'ils sont très coûteux, ils nécessitent beaucoup de foncier, et donc c'est pas toujours évident de les positionner. Souvent, on est en plus en centre-ville, parce que les zones qui saturent sont les réseaux anciens qui n'ont pas grossi avec la ville, donc c'est à cet endroit-là qu'on va avoir ces problèmes de débordement. Donc très difficile de faire des travaux en plein centre. Donc nous, notre position, c'est de dire, utilisons déjà notre patrimoine. On a des milliers de kilomètres de réseaux d'eau usée et d'eau pluviale sous nos pieds. Et on va pouvoir les mobiliser avec... Donc on a inventé et breveté une vanne qu'on va installer dans les réseaux qui fonctionne sans énergie, un peu comme une énorme soupape si vous voulez, et qui va laisser passer l'écoulement que peut gérer le système, retenir le surplus pendant la pluie et le relâcher à la fin de la pluie. Et en cas de pluie exceptionnelle, le système va s'ouvrir sous la pression de l'eau. Voilà, c'est ce qu'on a breveté et qu'on développe maintenant partout en France. Pour l'instant en France. Oui, et depuis, et bientôt ailleurs, on n'en doute pas, mais depuis ici, depuis Biot, je l'ai dit, moi je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce que vous m'avez dit quand on a préparé ce rendez-vous, parce que vous dites, jusqu'en 2015, on ne se posait pas vraiment de questions autour de l'eau et autour de cette problématique-là. Et aujourd'hui, résultat, on est en retard. On fait face à un problème, vous l'avez signalé, d'imperméabilisation des sols. On voit que le changement climatique s'intensifie, qu'on a de plus en plus de périodes d'inondation, de périodes de sécheresse. On en sait quelque chose dans la région. Ça veut dire qu'il va falloir comprendre qu'on doit gérer l'eau avec un grand E, quelle qu'elle soit, autrement. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas vraiment qu'on se posait pas de questions, c'est qu'il n'y avait pas de réglementation qui poussait en fait les collectivités à réagir. Mais depuis plus de 20 ans, les directives européennes sont là. En 2015, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un arrêté qui est sorti, que la France a publié, qui pousse, qui donne des objectifs. Voilà. Donc là, on a des contraintes qui sont sorties avec des objectifs très clairs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros qui impose aux collectivités et aux exploitants de réseau de faire attention à tout ce qui va sortir du réseau avant le traitement. Voilà. Et donc c'est ces directives-là qui nous permettent de faire avancer les choses au-delà du simple traitement de la station, quoi. Ouais, je voudrais faire réagir Louis Nègre et peut-être Alain Messonnier qui est toujours avec nous sur ce que vient de dire effectivement Emmanuel. C'est vrai qu'on a changé de braquet, contraint, forcé par la réglementation. Heureusement que la réglementation existe et on est là pour faire progresser les choses. À quoi servent les textes sinon pour donner une meilleure qualité de vie? Et je me félicite que l'Europe existe. De temps en temps, ça donne une petite aide justement aux industriels locaux. Mais si je prends par exemple, encore une fois, l'exemple que je connais bien, celui de ma commune, nous avons créé, pour justement éviter de polluer le milieu naturel, un bassin d'orage de 2000 m3, quoi. Donc ça, c'est nouveau et ça nous permet de résister à la plupart des pluies que nous avons.
Donc on est capable. Le message que je veux faire passer, c'est qu'il y a les grands textes, il y a les grandes orientations, mais que cela doit se traduire concrètement sur le terrain de manière, j'allais dire, pratico-pratique. Et donc dans ce domaine, ce que vous amenez comme solution, monsieur, en est une. Le bassin d'orage, qui n'existait pas auparavant à Cannes-sur-Mer, existe désormais grâce à la métropole. Bref, on progresse au jour le jour avec des innovations qui sont financièrement élevées. Et puis, on change effectivement tous les tuyaux parce que lorsqu'on a des pertes soit d'eau potable, soit d'eau usée, ça envoie, j'allais dire, un message négatif dans un premier temps à nos concitoyens qui n'apprécient pas qu'on éventre les routes, qu'on gêne la circulation, qu'on leur pose problème, mais pour un bien ensuite. Emmanuel Curinier. Oui, juste, effectivement, de toute manière, il y a un panel de solutions. On n'a pas le bassin d'un côté, le stockage en réseau de l'autre. Le fameux mix de solutions. La désimperméabilisation est également une solution qui est évidemment à pousser. Ce qu'on apporte, nous, c'est une solution qui va être un petit peu low-tech et surtout plus faible en émissions carbone, puisqu'on a beaucoup moins de travaux, on n'a pas de béton à couler. Donc on va vraiment mobiliser le patrimoine qui existe déjà pour optimiser ça avant d'être obligé d'aller jusqu'à un bassin, ce qui est quelquefois le cas, effectivement, des fois il n'y a pas le choix. Alors on disait double crise, eau, énergie, et je vais me tourner vers Jean-Simon Venn et vers vous, Marcel Ragny, parce qu'effectivement cette question de l'eau et de l'énergie, ces deux problématiques sont connexes. Comment on économise, c'est ce qui vous préoccupe depuis le départ avec le groupe Ragny. Vous avez mise en place des filiales, notamment pour travailler sur une nouvelle manière d'éclairer les villes, notamment je pense à Novea. Expliquez-nous, comment est-ce que vous avez fait le switch? Comment est-ce qu'on a fait pivoter l'entreprise pour aller davantage vers une énergie, une électricité plus propre? Alors, dans un premier temps, je dis qu'une entreprise qui n'évolue pas est une entreprise qui stagne et qui finit par mourir. Donc, il faut toujours s'adapter au marché du jour. Et il faut peut-être aujourd'hui se servir de l'écologie pour trouver de nouveaux marchés. Quand on a racheté Novea, c'était une petite filiale qui fabriquait du candélabre autonome. Et aujourd'hui, c'est une belle entreprise qui est sur Angers, parce que j'ai toujours tendance à dire que je n'ai pas délocalisé en Roumanie, j'ai délocalisé une partie de ma production à Angers, donc c'est pas mal, donc restons français. Oui, puis c'est important aussi pour les émissions de CO2. Bien entendu. Et donc on a développé cette entreprise avec un savoir-faire d'une start-up liée à l'industrie Ragny qui était déjà de taille assez importante et qui pouvait apporter à cette entreprise un beau développement. Bien entendu, le premier développement, on l'a fait sur l'Afrique, qui sont le plus demandeurs de confort, la sécurité, l'éclairage. Bon, on est dans l'éclairage, donc l'éclairage, il demandait beaucoup de sécurité, et avec le candélabre autonome, on arrive à le trouver. Et puis, chemin faisant avec ces deux entités, éclairage connecté, éclairage solaire, on a développé une nouvelle filiale qui s'appelle SEV et qui est faite pour accompagner les clients, mais pas seulement pour gérer le réseau électrique ou l'électricité, mais aussi solution pour environnementale pour les villes. Exactement, une solution environnementale pour les villes, pour gérer tous les flux et les fluides de la commune, et voire même l'air, puisque on arrive à mesurer pollution et tout ce qui va autour de l'air. Alors, c'est complémentaire finalement avec ce que vous faites, Jean-Simon, parce que avec Brainbox IA, vous permettez aussi de faire des économies. Je crois que c'est de l'ordre de 10 à 25%. Vous allez nous expliquer comment. Vous équipez des bâtiments. Vous dites quand on met une clim, un chauffage, ça marche bien au départ. Et ensuite, ça a tendance à se détériorer tout simplement parce que personne ne vient vérifier que ça marche bien. Donc vous intervenez à ce moment-là. Oui, exactement. Alors, ce qui est intéressant dans la situation où on est en ce moment sur notre planète, c'est qu'on fait face probablement au plus grand défi qu'on n'a jamais eu à faire face comme humanité, les changements climatiques. Mais en même temps, on est jusqu'à un certain point chanceux. Parce qu'on a une évolution technologique qui est asymptotique en ce moment, particulièrement au niveau de l'intelligence artificielle.
Et cette intelligence artificielle-là, si on l'assemble correctement, bien, ça nous permet de déployer une couche d'intelligence artificielle dans un édifice, exemple comme celui-ci, qui nous permet de passer de mode réactif à mode préemptif. Donc, l'intelligence artificielle vient nous donner la prédiction de qu'est-ce qui va se passer dans cette pièce, dans cet hôtel, pour les 6-7 prochaines heures, de façon très précise. Et une fois qu'on a cette information-là, c'est beaucoup plus facile de faire de l'optimisation de consommation énergétique. Et cette solution-là d'intelligence artificielle, ce qui est très intéressant, c'est oui, elle vient vous livrer un lissage de 15 à 25 d'économie d'énergie, mais elle se déploie très rapidement et a un retour sur investissement de quelques mois. Donc, alors là, vous êtes dans une situation où vous avez entre les mains une technologie que vous pouvez déployer dans un très grand nombre d'édifices très rapidement et qui ne vous coûte pas très cher. Et ce que je voudrais que vous nous expliquiez, parce que moi, ça m'a frappé dans ce que vous m'avez justement expliqué, c'est que on peut éviter, comme ça, par exemple, et je crois que l'exemple du Missouri est intéressant, on peut éviter qu'il y ait de nouveaux puits de charbon, par exemple, qui s'ouvrent. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, c'est la fameuse, avec une cartouche, on touche 2 cibles. Alors là, vous avez cette couche d'intelligence artificielle-là qui vient opérer votre édifice en temps réel. Vous encaissez les économies, vous êtes content. Et là, la compagnie qui est en charge de produire, distribuer et transporter l'énergie vers votre édifice, elle doit gérer des pointes, surtout aux États-Unis, des pointes de puissance qui sont très souvent très précises et très étroites. Donc, au Missouri, on parle d'une pointe qui dure à peu près 30 minutes, et la compagnie d'électricité doit lancer une chandrale au charbon pour passer à travers la pointe en milieu d'après-midi. Alors, si les différents éléments d'intelligence artificielle dans un grand nombre d'édifices au Missouri se mettent à travailler ensemble comme un écosystème d'intelligence artificielle, cette pointe disparaît, elle est lissée, et la compagnie d'électricité ne lance pas sa centrale au charbon pour faire face à sa pointe de l'après-midi. Alors là, vous venez économie à l'édifice, économie au niveau de la production pour l'État. Donc, ça devient très intéressant. Si je résume, parce qu'il nous reste quelques minutes, et je vais tous vous donner la parole les uns après les autres, si je résume, la problématique d'aujourd'hui, c'est faire mieux avec moins, en quelque sorte. C'est ce qu'on nous demande, Marcel Ragny. Mais oui, c'est faire toujours mieux, bien entendu, et avec beaucoup moins, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'abondance, c'est fini. Et on doit mesurer tout ça. Je crois qu'il faut, aujourd'hui, moi je me félicite d'être à vos côtés, parce que mettre l'industrie, les municipalités, les ingénieurs, les savants, les chercheurs, tous ensemble pour pouvoir trouver les solutions, c'est que comme ça qu'on y arrivera. Donc oui, il faut faire mieux. C'est ce que vous faites en faisant par exemple des expérimentations, des écoquartiers sur votre ville à Cagnes. C'est comme ça qu'on va expérimenter, apprendre et répliquer? C'est en réalisant tous les jours une action. Mais j'aime bien la discussion qui vient d'avoir lieu, parce que d'un côté, vous avez l'industriel qui vous dit du bon sens, de l'autre côté, vous avez celui qui réfléchit encore un peu plus, qui vous dit de l'intelligence artificielle. Quand on lit les deux, avec des collectivités locales, ici on a la chance d'être dans la métropole de Nice-Côte d'Azur, dont je suis fier. Bon. Eh bien, cette métropole de Nice-Côte d'Azur est une locomotive dans ce domaine, la preuve, vous êtes tous là. Et donc nous, on ouvre avec Christian Estrosi des portes vers l'avenir, et on est là pour faire en sorte que non seulement on ouvre les portes, mais qu'on les retrouve concrètement sur le terrain. Quand tout à l'heure Messonnier nous parlait de zones humides, eh bien j'ai un exemple, là aussi vous m'avez demandé du concret, j'ai un exemple très concret où nous allons faire en sorte d'avoir une aire maritime au niveau de la métropole pour protéger. Et à Cagnes-sur-Mer, entre autres, j'ai, en plein centre-ville, créé une zone humide en démolissant tout le béton et en retrouvant les berges d'antan. Mixité des intelligences, mixité des solutions, c'est de là que viendra la sauvegarde de la planète? Ouais, moi, je lancerai un appel à tous les jeunes dans la salle. On a besoin de plus de start-up. Ils sont là, hein, je les vois, ils sont là. Ils sont nombreux. On a besoin de plus de start-up parce qu'avec tous les éléments technologiques qui sont maintenant à notre disposition,
Le facteur limitant, c'est l'imagination. Alors, comment on peut les mettre ensemble pour créer des solutions qui nous permettent d'aller plus vite? Alors, on a besoin de plus de start-up qui vont jouer avec ces morceaux de Lego-là pour créer les solutions qu'on a besoin. Oui, chacun ne doit pas rester dans son couloir. Finalement, Emmanuel Curinier, c'est arriver à mixer les solutions et mettre en commun. C'est comme ça qu'on va résoudre cette double crise aux énergies. Bah oui, ça en fait partie. C'est sûr qu'il y a plusieurs solutions. On ne peut pas avoir de dogme. Maintenant, il faut abandonner ces dogmes. Il faut réagir de manière pragmatique. Et c'est vrai que l'imagination, c'est une des clés. En y rajoutant maintenant la réflexion éthique, c'est-à-dire se dire, c'est pas la technologie pour la technologie, c'est la technologie dans un objectif de sauvegarde de notre environnement, tel qu'on en a parlé à l'instant, quoi. Alain Messonnier, qui est toujours avec nous, en tout cas je l'espère, il est là. Prise de conscience, temps réduit. On a les moyens aujourd'hui, clairement, si on accélère, de résoudre cette crise, Alain? Alors on ne vous entend pas, je crois. Pardon. Ça y est, on vous a récupéré. Voilà, très bien. En fait, oui, bien sûr, on a les moyens. Alors il faut quand même tout de suite replacer le contexte, hein. Pas de moins d'eau sur la Terre, on a exactement la même quantité. La difficulté, c'est qu'on a un régime de pluie qui a complètement changé, ce qui fait qu'on a moins accès à l'eau douce. Il pleut de manière moins fréquente, de manière plus intense, et donc plus de ruissellement, moins de recharge de nappes, etc. Ça, c'est le premier point. Il faut vraiment en être conscient. Comme ça a été dit tout à l'heure par monsieur le maire, donc on avait l'habitude d'ouvrir le robinet. On a 2 générations où on s'est peu soucié de la flotte. Il faut vraiment maintenant s'en soucier. On ne peut pas perdre une 3e génération, c'est pas possible. Donc les solutions existent, elles existent dans le domaine urbain. Si on prend par exemple une ville comme Barcelone, la consommation par tête d'habitant, c'est 106 litres par jour. La moyenne en France est 146. Je vous laisse faire le calcul. Vous voyez qu'on a des solutions sous le pied. Et nous avons en France la chance d'avoir les majors dans le domaine de l'eau, dans le domaine industriel de l'eau, dans le domaine de l'énergie. Donc il faut vraiment s'appuyer sur les solutions qui existent pour pouvoir avancer là-dessus. Dans le domaine industriel, et là je rejoins M. Ragni tout à l'heure qui disait que effectivement les industriels sont des gens pragmatiques. Eh bien, je vais vous citer un exemple très pragmatique. C'est l'Office chérifien des phosphates au Maroc. L'Office chérifien des phosphates est le plus gros industriel marocain, le numéro 1 ou le numéro 2 de la production de phosphate au monde. Eh bien, ils seront autonomes en eau l'an prochain et autonomes en énergie renouvelable en 2027. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, 70% de leurs besoins en eau sont couverts par le dessalement, 30% par la réutilisation des eaux usées des villes qui sont à proximité des mines de phosphate. Donc ça, c'est un exemple, me semble-t-il, très intéressant de voir comment un industriel qui a bien mesuré ce qu'on appelle le water risk, donc le risque eau, qui aujourd'hui est coté par les agences de notation dans le monde, c'est-à-dire qu'on a vraiment aujourd'hui à faire face, les grands groupes, mais également les PME, ça a été dit par M. Ragni tout à l'heure, sur l'exemple des grands groupes. C'est le cas de Danone, c'est le cas d'AXA, avec AXA Climat, etc. Et donc je pense que là, vraiment, il y a une prise de conscience des usagers, que sont les agriculteurs, les industriels et les villes, pour faire face à ces enjeux. La prise de conscience est là et les exemples ailleurs sont à regarder, on l'a compris, parce qu'il y a des choses qui avancent et qui avancent vite dans d'autres pays. Merci messieurs d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de vous poser sur cette question de la double crise eau énergie. Dans quelques instants, on va continuer à parler de l'eau, mais de l'océan cette fois. Peut-il retrouver une bonne santé à l'horizon 2050? Je vais laisser la place à Laurence Bottero et ses invités.